Horus Donkovi, bonsoir. Bonsoir. Récemment, nous étions en train de réfléchir sur les répercussions du système togolais sur notre vie sociale. Et dans cette émission, nous allons continuer cette réflexion-là et voir dans quel domaine le système tel que construit et tel que dénoncé par Dame Nakade et aussi Amron et autres a impacté notre quotidien. Je pense qu'il vous est déjà arrivé de vous rendre dans une boutique tenue par une Togolaise. Très souvent, c'est une boutique incrustée dans une maison et que vous avez eu à sonner. Il y a une cloche qui est accrochée, vous sonnez et puis sûrement c'est une jeune fille, peut-être une domestique qui sort et qui vous sert. Après un repas, parfois on sonne, personne ne vient. Et contrairement à cette forme de boutique, il y a d'autres boutiques tenues par des Nigériens, souvent des étrangers ou non, qui sont très structurés avec des employés qui sont là. Déjà à 6 h du matin, la boutique est ouverte. Et si vous venez, on vous sert. Que vous n'ayez pas de monnaie ou pas, on vous servira. Alors, dans un même pays, il y a ces deux formes de fait du commerce. Pensez-vous que c'est lié à un système? Alors, c'est lié à un système, mais ça part de très très loin. Ça part de la déconstruction de nos sociétés par le système de traite et la colonisation. Alors, la chose est assez simple. C'est-à-dire que la base de nos sociétés, c'est la famille. C'est la raison pour laquelle les parents qui sont encore les nôtres, même s'ils ont été frappés par, si vous voulez, l'occidentalisation, sont très rotors sur les questions de famille, les questions de filiation. Et très souvent, effectivement, eux-mêmes, ils ont du mal à, si vous voulez, à expliquer la raison pour laquelle ils sont attachés à cela. Et le souci avec la traite, et notamment la colonisation, ça a été de chambouler tout ça. Parce que la famille garantit la protection de l'individu, mais la famille garantit quelque chose qui est très important, c'est l'enrichissement de la collectivité. C'est-à-dire que si votre grand-père a fait, votre père continue à enrichir ce que le grand-père a fait, vous continuez à enrichir, vos enfants continuent à enrichir, et ainsi de suite. Et donc, le savoir, la richesse, les avoirs passent d'une génération à une autre en s'amplifiant. Et cela conditionne alors la façon dont vous éduquez vos enfants, la personne avec laquelle vous vous mariez, la façon, le rapport que vous avez à vos aînés, les retraites, le système éducatif et ainsi de suite. Alors, le souci que l'on a eu, c'est que en singeant, disons, en subissant la rigueur coloniale, on a brisé cela et on a essayé, par boulimie, d'appliquer à nos sociétés un système qui n'est pas le nôtre et qui a été créé pour des réalités qui sont totalement différentes de ce que nous vivons. Alors, lorsque on a accédé aux indépendances, les systèmes qui ont suivi, c'est-à-dire les systèmes de gouvernance qui ont suivi, ont amplifié cela. Parce que les systèmes qui ont suivi ne sont pas revenus à quelque chose qui nous est, comment dirais-je, quelque chose qui nous est familier, à quelque chose qui fait partie de nos racines. On a fait l'inverse, c'est-à-dire, on a, grosso modo, on est parti sur la base d'un imaginaire qui dit, grosso modo, que le modèle à suivre est le modèle occidental. Et donc, ce qu'on est en train de faire jusqu'à présent, c'est suivre un modèle occidental. Sauf que le modèle occidental, il est individualiste. Et, si vous voulez, il est, comment dirais-je, il a quelque chose de très vicieux qui consiste en un État qui supplante la famille. Ce que nous n'avons pas réussi à construire. En Europe, par exemple, on en parlait en off tout à l'heure, si vous êtes seul, si vous avez constitué un petit pécule, l'État va se charger d'organiser un peu comment vous faites votre système de retraite. Si vous divorcez,
on va avoir le système des pensions. S'il y a des orphelins, il va avoir, comment dirais-je, la DAS pour la France, ainsi de suite. Donc, si vous voulez, l'État organise. En Afrique, on n'a pas ça. Mais on copie économiquement et financièrement un modèle qui institue ça. Or, ce qu'on copie en termes de modèle économique et financier a un impact sur nos réalités sociales, sur la façon dont on construit la famille, la façon dont on fait les filiations, ainsi de suite et tout ça. Avant de revenir peut-être à comment est-ce que les régimes politiques qui sont suivis ont impacté, on peut perdurer cette forme cette manière de faire du business. J'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que le Togo n'a pas été colonisé et les autres pays, le Niger d'ailleurs, qui aujourd'hui nous envoient leurs fils, qui tiennent les plus grosses boutiques ici, ont été colonisés, mais c'est eux qui ont l'audace entrepreneuriale, l'audace de faire du commerce. Oui. Deux pays colonisés, mais qui ont pas les mêmes... C'est très intéressant. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est-à-dire, alors, le Togo a été colonisé. Maintenant... Parce que le fait... Non, le Togo ça a été une colonie. C'est-à-dire, même si après on dit il y a eu la colonisation allemande, après il y a eu le mandat B. Mandat B, il y a eu la France. La France a comment on appelle, si vous voulez, organiser le Togo comme il organisait à peu près la plupart de ses colonies. Mais ce n'était pas vraiment une colonie parce que c'était sous mandat de la SDN. Sur le papier. Oui, sur le papier. Mais dans la façon de gérer la preuve en est que aux indépendances, quand on observe, les liens sont restés et ainsi de suite. Et le Togo rentre un peu dans les, si vous voulez, dans les mêmes revendications anti-néocoloniales que les autres pays d'Afrique. Alors, par contre, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que oui, par exemple, les exemples que tu cites sont des exemples communautaires. Il s'agit de communauté. Quand par exemple, je donne un exemple, quand par exemple dans nos quartiers, on va au niveau des boutiques, ceux qui tiennent les boutiques que l'on a, les boutiques de commerce général, ainsi de suite et tout ça, ce sont des personnes qui appartiennent à une communauté. C'est pas si chaud. Et quand tu observes cette communauté-là, ben justement, elle a très souvent réussi à conserver ses acquis communautaires en s'agrippant à la religion. C'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, ce sont des musulmans. Oui, ce sont des musulmans. C'est pas sûr. Donc, le colon, pour s'opposer à ça, aurait dû s'opposer aux faits religieux, ce qui est beaucoup plus, qui est assez sensible. Donc, ces communautés-là, elles ont gardé, et d'ailleurs, quand vous voyez ces communautés, vous sentez bien justement que la chose économique s'attache énormément à la chose familiale. Donc, vous voyez le monsieur, il ouvre sa boutique, il va y mettre un jeune frère, sa boutique va se développer, il va laisser cette boutique à son jeune frère, passer à un autre stade de business. Ce jeune frère va développer sa boutique et même quand ce jeune frère va épouser quelqu'un, il va épouser quelqu'un de la communauté. Ce qui n'est pas le cas. Alors, ce qui n'est pas le cas pour les autres peuples qui n'ont pas réussi à avoir cette assise-là communautaire. Au Togo, par exemple. Au Togo, par exemple. Comment l'expliquez-vous déjà? Alors, il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. Comme je le disais, pour moi, il y a le fait colonial. Après, comme je dis, il y a les régimes qui ont amplifié. Parce que, pour le cas du Togo, il n'était pas aisé, par exemple, de dire que non, on est riche, on a des sous. En tout cas, il n'était pas aisé de l'exposer. Parce que, comme je l'expliquais dans une précédente émission, tout a été plus ou moins nivelé par le haut. Donc, ceux qui ont fait généralement de l'argent dans les affaires, ont eu beaucoup plus parfois le réflexe de dissimuler les avoirs qu'ils avaient. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que beaucoup de ces personnes ne se sont pas inscrites dans la transmission d'un certain savoir. Là où on a beaucoup pêché, par exemple au Togo, que ce soit chez les planteurs, chez les commerçants, ainsi de suite, c'est que, mais justement, le fait colonial a mis dans l'imaginaire que pour les enfants, il fallait rêver mieux. Et pour les enfants, il fallait rêver diplôme, travail dans grande entreprise, ainsi de suite. Il fallait pas forcément rêver la succession de ce que l'on faisait. Justement, on va en revenir durant l'émission sur cette aspect de la chose. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que
Je donne un exemple. Si vous prenez les grands planteurs, ben, leurs enfants ne sont pas devenus des planteurs. Non. Si vous prenez les grands commerçants, et que les enfants des commerçants ne sont pas devenus de grands commerçants. Et c'est d'autant plus paradoxal que les grandes richesses occidentales, alors quand je dis les grandes richesses occidentales, je mets bien la différence entre la bourgeoisie occidentale et le prolétariat occidental. La bourgeoisie occidentale s'appuie énormément sur la transmission de richesses. Toutes les grandes sociétés que vous avez et que les nôtres, nos entrepreneurs, sont censés affronter sur si vous voulez, les théâtres du néolibéralisme. Mais ces grosses sociétés-là, ce sont des sociétés sur 2, 3, 4 générations. 2, 3, 4. Les gens sont, au niveau de la bourgeoisie occidentale, on est organisé de façon à transmettre le savoir et la richesse de génération en génération. Et donc, ça conditionne énormément de choses. Si par exemple, je vais donner quelque chose de banal. Si par exemple, vous savez que vous avez mis votre vie pour édifier une société. Vous avez fait des prêts bancaires. Vous avez sacrifié du temps, de l'énergie, vous avez sacrifié des années. Pour édifier la société, vous avez pris 10, 20, 25 ans, 30 ans de votre vie pour édifier la société. Lorsque vous intégrez dans la tête que vous devez léguer cette société à votre enfant, je peux vous assurer que vous faites attention à l'école dans laquelle vous le mettez. Vous faites attention au système éducatif qui va lui être attribué. Vous faites attention à ses compétences. Vous faites attention même à la personne qu'il va épouser. Vous faites attention aux petits-enfants qu'ils vont avoir et à la direction des petits-enfants. Et ce cheminement-là, il est impitoyable. Oui. Ce cheminement-là, il est impitoyable. Puisqu'il doit assurer une pérennité. Il doit assurer une pérennité. Donc, je vous ferai remarquer que le vieux Kennedy, sa fille aînée, selon certains dires, il a fait lobotomiser. Les frères seront après gouverneurs, sénateurs, présidents de la République et ainsi de suite. Et jusqu'à présent, cette génération, la transmission de richesses et la transmission de compétences, aussi économiques et politiques soient-elles, se font de génération en génération. Vous prenez Donald Trump. Donald Trump, ce n'est pas l'aîné de sa famille. L'aîné, comme on estimait qu'il n'était pas à même de pouvoir supporter l'héritage familial, on est passé au fils suivant qui est Donald Trump. Donc on passe de génération en génération. Alors, vous prenez M. Bolloré, c'est la 4e génération. Vous prenez Castel qui a la plupart des brasseries, c'est des frères et des sœurs, c'est une fratrie. Alors, et ainsi de suite. Alors, et nous en Afrique, et au Togo précisément, au Togo précisément, on a du mal à amorcer ce système-là. C'est la raison pour laquelle, une fois, je me rappelle, j'étais sur tes plateaux et j'ai posé la question aux gens, la question de savoir quelle était la société togolaise de 50 ans de capitaux togolais qui passe d'une génération à l'autre en accroissant la richesse. Et on avait du mal, beaucoup de gens, jusqu'à présent, on a eu beaucoup de mal à trouver. Les gens donnaient des réponses, mais elles étaient approximatives. Et justement, et donc s'il n'y en a presque pas, si à un moment vous commencez à réfléchir, vous avez du mal à trouver, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du Togo en ce qui concerne la création, l'entretien et la passation de richesse d'une génération à l'autre. Alors, Russe, je prends l'exemple que vous avez donné tout à l'heure en rapport avec ces pays étrangers qui viennent investir chez nous et qui plutôt ça marche bien puisqu'ils tiennent la boutique. Vous avez dit qu'ils sont basés sur un modèle communautaire et religieux. On a presque les mêmes communautés ici, puisque l'Afrique c'est presque les mêmes peuples qui sont éparpillés ici et là. Nous n'avons pas vraiment les communautés de manière aussi distincte, mais nous avons des ethnies. Alors, nous avons les Kabyles, nous avons les Aposo, nous avons les Éveillés. Pourquoi on n'a pas pu développer ce genre d'activités communautaires chez nous au Togo? Parce que la première chose que la colonisation a faite, c'est de rompre la filiation. Mais elle n'a pas fait au Niger, elle n'a pas fait dans les autres pays de manière aussi flagrante, puisque ça marche chez eux. Voilà. Alors, quand tu parles du Niger et ainsi de suite, c'est compliqué de le faire de façon aussi flagrante parce que ce sont des pays, comprenez, le Niger, Mali, Burkina, Sénégal et ainsi de suite. Avant que le colon n'arrive,
il y a eu une précédente colonisation qui est celle islamique. Ok. Et donc, ces communautés-là qui ont été touchées par l'islam, à un moment, ont fait, par syncrétisme, ont créé un islam qui s'adapte à leur réalité si vous voulez, communautaire. Communautaire. Je vais vous donner un exemple banal, mais un exemple fou. Vous allez au Sénégal, par exemple, moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps, d'un cadre international. Vous allez au Sénégal, la communauté mouride du Sénégal a financé sur fonds propres la création de son université. Une université qui va permettre aux enfants mourides, du primaire jusqu'à l'université, de faire un cursus normal. Et donc, comme ils ont investi, et que c'est une communauté, et que c'est de la richesse transmise de génération en génération, les mourides ont compris que pour pouvoir avancer, il faut pouvoir créer au sein de la classe mouride des intellectuels capables de transmettre la richesse, le savoir, d'avoir des projections scientifiques, mais sur, si vous voulez, des paradigmes qui sont locaux. Et donc, on a des intellectuels mourides actuellement formés dans les sciences dans l'université Cheikh Amadou Bamba au Sénégal. Si vous prenez au Niger, par exemple, ça aussi je l'ai appris il n'y a pas longtemps, on m'a dit que par exemple au Niger, on a une expérimentation où on essaye d'avoir des enfants qui vont dans leur langue nationale suivre des cours tout au long de leur cursus, ce qui fait qu'on peut avoir des diplômes supérieurs, mais en parlant à Hausa. Et nous, par exemple, au niveau de la côte, surtout les pays côtiers et ainsi de suite, on n'a malheureusement pas, à ma connaissance, développé la chose à ce niveau-là. Le colon, quand il arrive, la première des choses qu'il fait, c'est transmettre, c'est couper. Le colon a compris deux choses. Le colon a compris que une certaine quantité de savoir saute une génération. C'est pour ça que quand vous allez dans vos familles respectives, vous allez remarquer que l'enfant qui est resté chez le grand-père et la grand-mère est au courant de certaines choses que même le parent ne sait pas. Tout simplement parce que le grand-père et la grand-mère ont un amassis de connaissances, un amas plutôt de connaissances. Ils ont une certaine maturité. Et cette maturité-là, elle est tout à fait prête à être transmise. Donc, ils la transmettent aux enfants qu'on leur confie, donc aux petits-enfants. Le colon a fait simple, et il ne l'a pas fait seulement en Afrique, il l'a fait en Amérique, il l'a fait en Océanie. Il a pris les familles, il a scindé. Les vieux sont restés dans les villages, les enfants, on les a mis à l'internat, et les adultes ont été soumis au travail forcé. Alors, les enfants qui sont partis à l'internat. Alors, l'enfant pour évoluer, l'enfant qui évoluait le plus est celui qui était le plus assimilé. C'est parce que vous êtes un bon élève que vous montez en classe. Mais l'école en question est généralement une école confessionnelle. C'est une école coloniale. Et donc, c'est l'enfant qui répond aux conditions imposées par les colons, à ce que le colon inculque, qui petit à petit monte et devient l'intellectuel. Maintenant, oui, lorsque cet intellectuel maintenant arrive en métropole et il arrive dans un milieu où on lui permet la critique, on lui permet l'expression, ainsi de suite et tout ça, cet intellectuel-là, parfois se révolte. Et c'est ce qui a donné d'ailleurs un certain nombre de pères de l'indépendance. Sauf que, là où on est dans la subtilité, c'est que même quand ces pères de l'indépendance reviennent en Afrique, leur conception du développement et de la projection du développement africain, elle est occidentale. Sur la version occidentale. Elle est occidentale parce que vous avez baigné dedans et que pendant des années, on vous a vendu une image où le meilleur développement est le développement qui va dans le sens de l'Occident. Alors, au Togo, nous n'avons pas de communauté musulmane assez forte, mais on a quand même une région où on le sent, ce sont les Assokodé. On sent qu'ils sont d'abord musulmans, on sent une forme de communauté et ils développent aussi leurs activités. Mais pourquoi, selon vous, ils n'ont pas pu avoir cette forme de domination dans un contexte économique plus vaste au Togo? Alors, au Togo,
je pense que, alors c'est une communauté, la communauté dont tu parles, c'est une communauté qui s'organise aussi autour du commerce, autour du transport et ainsi de suite et tout ça. Les teams, pour être voilà, plus les précis. thèmes. Alors, le souci au Togo, c'est qu'au Togo, pendant très longtemps, il n'était pas permis d'exprimer sa richesse. Oui, vous l'avez dit dans une émission précédente. Voilà, il n'était pas permis d'exprimer sa richesse. Et donc, les gens avaient l'automatisme de cacher cette richesse-là. Et je pense que d'une certaine manière, ça a fait que, si vous voulez, ça a vicié les projections de ceux qui avaient les moyens de faire quelque chose de plus. Parce que, au final, à rester trop dans, à mon sens, hein, à rester trop dans ce type de schéma, à ne pas être dans quelque chose de concurrentiel, fait qu'à un moment, on ne transmet pas à mon sens, hein, on ne transmet pas l'énergie qu'il faut pour aller à la conquête du monde. Si vous allez par exemple au Nigeria, vous allez par exemple en Côte d'Ivoire et ainsi de suite, ceux qui avaient la richesse sur une période donnée, à un moment, parce qu'ils voyagent, ils rencontrent des gens, parce que voilà, il y a, si vous voulez, un biotope qui fait qu'il y a des rencontres impromptues entre des personnes de classe plus ou moins supérieure, font qu'à un moment, il y a de l'émulation. Au Togo, ce n'était pas le cas. Au Togo, il fallait dissimuler, il fallait rester, et on a gardé cet automatisme, c'est-à-dire rester, si vous voulez, sobre, humble, et ne pas montrer que l'on a de la richesse. D'où ma question sur, sur notre docilité, chanté par d'autres pays, mais au même moment, il me trouve un peu trop humble, et qui est trop humble, c'est qui n'a pas trop d'audace. Aujourd'hui, sur des terrains où il faut entreprendre, il faut avoir de l'audace à avoir de l'espace. Le Togolais a l'air résigné, il reste dans son coin, il ne veut pas de problème. Il faut juste lui trouver un petit travail dans une entreprise où il gagne son salaire et ça lui va. Comment expliquez-vous que tout un peuple puisse fonctionner comme cela et ne pas avoir l'envie de rêver, de dépasser ses limites? C'est normal. Alors, à mon sens, c'est parce que, alors, pour moi, ce sont les États, les gouvernants qui impulsent la chose. Et on impulse la chose dans plusieurs secteurs d'activité. Au Togo, il n'y en a eu qu'un seul. On a connu qu'un seul système, c'est le régime Gnassingbé. Donc il faut impulser. Impulser comment? Je vais donner un exemple. Impulser par les compétences. Impulser par les compétences, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que vous formez qualitativement. Former qualitativement. Impulser par le recrutement. Le recrutement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au sein de vos entreprises, il faut qu'on cherche le meilleur. Ce n'est pas ce qui se passe très souvent à Lomé. À Lomé, très souvent, comme celui qui est initiateur de l'entreprise n'a pas de concurrent plus qu'il a un carnet d'adresses un peu fourni, il n'a pas l'obligation d'être le meilleur sur son marché. S'il avait l'obligation d'être le meilleur sur son marché, il chercherait à employer les meilleurs employés. Et pour garder ces meilleurs employés, il leur verserait leur meilleur salaire. Mais comme... Dans un français plus facile, terre à terre. Terre à terre. Vous voulez dire que celui qui détient une entreprise n'y est pas parvenu, pas des efforts. Celui qui détient une entreprise, dans un bon nombre de cas, dans ce qu'on observe, celui qui détient une entreprise à Lomé, lorsqu'il a des marchés, il le fait très souvent par un carnet d'adresses. Il ne le fait pas par une concurrence avec d'autres boîtes. Donc ça veut dire que la concurrence, elle est viciée. S'il avait en concurrence d'autres boîtes, cela sous-entendrait que sa boîte doit être la meilleure. Mais pour être la meilleure, il faut avoir les meilleurs employés. Pour avoir les meilleurs employés, il faut avoir les meilleures écoles. Pour garder les meilleurs employés, il faut correctement les payer, sinon on va les débaucher. Or, au Togo, ça paye très mal. Et ce qui se passe, c'est que vous avez des employeurs, l'employeur en réalité, il vous le dira même, vous l'a dit, non mais ouais, tu es très très bon. Mais le fait qu'ils vous disent que vous êtes très très bon, vous êtes bien, vous êtes un expert, et ainsi de suite, ne conduit pas au fait qu'il vous payera bien. Ouais. Parce qu'en réalité, il n'en a pas l'obligation.
Il n'a pas, Puisque dans son processus, dans le processus... Ce n'est pas grâce à votre travail que lui, il a son... Exactement. S'il avait l'impératif d'être le plus compétent, il devrait s'entourer des personnes les plus compétentes. Alors, et pour s'entourer des personnes les plus compétentes, il faut payer les personnes convenablement. Alors, en quoi ce système-là, ce fonctionnement arrange le régime, a toujours arrangé le régime Gnassingbé? Ouf, c'est difficile à dire. Est-ce que je pense qu'à un moment... Le fait de s'entourer des gens qui ne sont pas recrutés, qui ne prospèrent pas grâce à leurs compétences, mais peut-être grâce aux services qu'ils rendent ici et là, à celui-ci ou à celui-là, le fait de construire toute une nation sur ces principes-là, qu'est-ce que cela a pu faire profiter à ce régime, selon vous? Alors, le souci dans ça, c'est que, si vous voulez, moi j'appellerais ça un mirage. C'est-à-dire que lorsque l'on est dans ce chemin-là, on a la sensation de tout contrôler. Mais le souci, c'est que justement, lorsqu'on se déporte sur un théâtre extérieur, un théâtre international, on est inefficace. On a la frustration d'être inefficace, d'être pas reconnu et d'être en retard sur les compétences. Alors que, à mon sens, c'est se tirer une balle dans le pied parce qu'on a les moyens d'atteindre ce niveau de compétence. On a les personnes qu'il faut. Et en réalité, la vie d'une nation, c'est le dynamisme. Il faut que les personnes se disent que il faut que j'aille toujours un peu plus loin, toujours un peu plus, que j'en connaisse un peu plus et ainsi de suite et tout ça. Et si vous voulez, ça fait que d'une certaine manière, le pays est dans une forme de stase. Au final, les gens, quand ils font de la formation, ils font la formation juste pour avoir un papier, pouvoir soumettre ce papier, avoir l'emploi. Et quand ils ont l'emploi, le salaire, c'est fini. Il n'y a pas une émulation, il n'y a pas une émulation qui, par exemple, qui dirait, ok, d'accord, mais si vous travaillez à tel niveau dans la société, vous ramenez un tel nombre de contrats, vous prendrez, par exemple, des parts dans telle société où vous serez finalement associé ou ainsi de suite et tout ça. Non, c'est là le souci. Et là où ça a été vicieux dans le cas de nos réalités togolaises, c'est que vous avez des personnes compétentes qui savent qu'elles sont compétentes, qui sont frustrées dans leurs compétences et qui sont frustrées dans la projection et les rêves qu'elles peuvent avoir pour les compétences ou bien dans les projections qu'elles peuvent avoir pour leur perfectionnement. Alors, ces personnes très souvent vont rester dans des sociétés pendant un certain nombre d'années, vont être mal rémunérées. Lorsqu'elles vont être mal rémunérées, le problème c'est qu'elles estiment avoir plus ou moins la sécurité de l'emploi ou du moins le statut de quelqu'un qui est employé. Et comme elles ne sont pas bien rémunérées, elles vont faire deux choses. La première des choses, c'est qu'elles vont faire du business en douce pour pouvoir aller boucler les fins du mois. Donc on rentre dans les phénomènes de corruption. Et à défaut d'être d'être correctement entretenues par la société, elles vont faire ce que moi j'appelle le sabotage par laxisme. Ça, vous en avez aussi. Ça veut dire que vous êtes dans une entreprise, vous êtes sous-payé, vous êtes frustré dans vos projections, vous êtes frustré dans ce que vous allez faire de votre carrière et même dans comment vous avez la capacité de gérer vos proches et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez aucune motivation pour faire le travail qui vous est donné. Donc, finalement, de façon répétitive, et d'ailleurs, les gens vont s'en apercevoir, de façon répétitive, les gens ouvrent des boîtes, 5 ans, 10 ans après, ça ferme. Ouvrent des boîtes, 5 ans, 10 ans après, ça ferme. Tout simplement parce que à toutes les strates de la société, on reprend l'automatisme qui est de prendre des personnes que l'on sait compétentes, mais qu'on ne rémunère pas à leur juste valeur. Tout simplement parce que c'est encouragé par un système de concurrence qui est vicié. Alors, aussi dans la conscience collective togolaise, il est noté que pour avoir des contrats, il faut être membre de tel parti politique et non parce qu'on dispose de
de telles compétences, on aura tel marché, mais c'est parce qu'on connaît le plus de personnes hein, de tel parti, et souvent du parti au pouvoir, puisque c'est eux qui sont toujours là depuis la nuit des temps. Donc, soit on est avec eux, on a les marchés, on n'est pas avec eux, on n'a pas le marché, et c'est ce qui a conduit beaucoup de personnes aussi d'être à faire avec. Alors, les gens font avec, mais collectivement, on perd tous. C'est-à-dire, même ceux qui vont encourager la chose sont perdants dans l'affaire. Parce que, il faut faire attention. La chose en est venue à un niveau où, au Togo, on n'a pas une culture enrichie de l'entrepreneuriat. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, les gens ont fait un amalgame entre le fait d'être assis dans son bureau, de bénéficier peut-être du poids d'une signature, de bakshish, de largesse, et ainsi de suite et tout ça. Et généralement, nous, on a un terme local, on dit non, busy, mais en réalité, ce n'est pas du business. La corruption. C'est-à-dire, voilà, et donc, en réalité, vous ne faites pas d'affaires. On dit, ouais, tu es en train de faire... Non, tu ne fais pas d'affaires. On ne crée pas de la richesse. Tu ne crées pas de la richesse selon un schéma concurrentiel international. Et donc, tu n'en connais pas les automatismes. Et si tu n'en connais pas les automatismes, cela sous-entend que tu ne transmets pas ces connaissances à la génération qui suit. La génération qui suit, c'est la génération de tes enfants, de tes petits-enfants. Tu ne la transmets pas puisque tu ne la connais pas. Donc, conséquence, ceux qui le font très souvent se retrouvent avec des enfants qui ont certes fait des études, mais qui ne bénéficient pas de la connaissance entrepreneuriale que vous êtes censé leur apporter. Donc ces enfants, ils vont bénéficier de vos richesses, mais ils ne savent pas la fructifier. Et donc on se retrouve avec des rentiers qui vont investir dans des domaines à perte. Et là où je trouve, et c'est là où je reviens, parce qu'on a parlé du système colonial, on a parlé de la gestion de nos États, ainsi de suite. Mais il y a aussi le comportement boulimique de nos États face à tout ce qui est en griffe à la mode. Et là où se situe l'ironie, c'est quoi? C'est que, par exemple, pour revenir à la question entrepreneuriale, en réalité, au Togo, on avait des entrepreneurs. Moi, je n'ai pas compris la mode qui veut qu'on mette toute une frange tout le bagage, une frange de la population, de la société, et qu'on en crée une pseudo. Je vais m'expliquer. Au Togo, nos entrepreneurs, parce que l'entrepreneur, c'est celui qui crée une société, n'est-ce pas? Qui en vit et qui emploie des gens, n'est-ce pas? Mais nos premiers entrepreneurs, on les a toujours eus dans nos quartiers. Au Togo, il y a toute une communauté de personnes qui, après leur formation, sont condamnés à ouvrir des entreprises pour pouvoir vivre, nourrir leur famille, et ils sont même parfois obligés d'employer les gens, payer les gens, structurer leur entreprise. Sinon, s'ils ne la structurent pas, ils tombent. Et ce sont qui? Mécanos, menuisiers, maçons, couturières, coiffeuses, et ainsi de suite. Ouais, les revendeuses de plats à Imolou, les foufou-bars et ainsi de suite. Et ça marche. Et ces femmes et ces hommes-là sont les premiers entrepreneurs du pays. Ce sont eux qui, vous êtes menuisier, vous êtes maçon, vous êtes mécano, lorsque vous finissez votre formation, si vous ne voulez pas, vous devez trouver le capital pour trouver, ça c'est connu à Lomé, vous allez avoir des cousines, des soeurs qui vont dire non, j'ai besoin d'un capital parce que je dois ouvrir mon salon de coiffure, je dois ouvrir mon salon de couture, je dois ouvrir mon atelier de mécanique, je dois ouvrir mon atelier de menuiserie, je dois ouvrir ma ferronnerie. Ce sont les premiers, ils vont chercher le capital, ils vont ouvrir l'entreprise, ils sont obligés de faire marcher l'entreprise. S'ils doivent pouvoir nourrir leur famille, ils vont employer des gens. Ils vont former des gens. Et là où nous, on a été coupables, c'est de ne pas organiser le secteur pour que ces personnes-là s'enrichissent. Parce que ce sont elles les premiers entrepreneurs. L'entrepreneur, ce n'est pas costard cravate, tu vois le mec qui débarque, qui te fait un truc et tout ça. Non,
Ces personnes-là, sur 1, 2, 3 générations, on a des personnes qui ont fait ces boulots-là, qui ont géré leur famille, qui ont formé des gens qui eux-mêmes, à un moment, ont créé des entreprises. Sauf que, Et donc, le défi qu'il y avait, à mon sens, c'était de faire en sorte que ces personnes-là progressent dans leur expertise. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'était de faire en sorte que le chemin traditionnel soit modernisé de façon à ce que ces personnes-là puissent transmettre la richesse d'une génération à une autre et que l'expertise puisse passer d'une génération à une autre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le petit qui a vu son grand-père menuisier, qui a vu son grand-père menuisier avec son atelier, comment ça se passe pour que cette menuiserie que son grand-père a faite puisse grandir et grossir et devenir par exemple un magasin d'ameublement, ou bien puisse devenir quelque chose d'autre, ou comment fait-on pour que par exemple les menuisiers de 4 ou 5 quartiers puissent s'agglomérer pour former une structure beaucoup plus solide et beaucoup plus concurrentielle. C'est ce qu'il faut montrer aux autres. Comment est-ce qu'on fait pour que 2, 3, 4 couturières s'agglomèrent pour former un genre de sarle qui va faire que, ok, on va aller sur quelque chose de plus gros, de plus structurel, on va investir dans le coton, Par exemple, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous prenez le PIA, l'initiative sur les habits, alors, pour moi, et ça c'est un avis qui est le mien, ça aurait été pertinent si par exemple c'est un agglomérat de couturières Togolais, d'accord, qui ont au fur et à mesure gagné en capitaux et en expertise, qui fédèrent et qui décident d'ouvrir une usine de vêtements, une usine de traitement du coton. En fait, c'est ce processus-là auquel il faut retourner. Parce que ce qui se passe, c'est que, mais au final, les vrais entrepreneurs, ben, on n'en prend pas soin, on en crée d'autres. Puisque l'image que ces entrepreneurs se donnent, se projettent d'eux-mêmes, c'est la bassesse. C'est des gens qui ont raté leur éducation. Et très souvent, les gens qui s'adonnent à faire du foufou bar, à être mécanicien, à être couturier, à être chauffeur, et des gens qui, à nos yeux, n'ont pas pu terminer leur cursus scolaire. Donc, ces personnes se voient déjà comme des gens ratés et ne veulent pas, pour rien au monde, que leurs enfants soient comme eux. Donc, ils font tout, ils souffrent, ils envoient leurs enfants à l'étranger, fréquenter, sauf que dans notre système, il n'y a pas de place pour ces gens-là. Et malheureusement, les enfants reviennent des années plus tard, rester encore avec eux, faire des travaux manuels, sauf que le travail, entre-temps, n'a pas évolué. Mais ça, par exemple, c'est une erreur. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut changer dans notre subconscient. Il faut changer dans nos paradigmes. Parce que l'ironie de l'histoire, mais c'est que les personnes que l'on érige en modèle, les grosses sociétés internationales que l'on érige en modèle, sont passées par là. Samsung, c'était une baraque avant de devenir ce que c'est. Quand vous prenez, je pense, la famille Bolloré, c'était des papetiers. C'était pas un géant de la communication, c'était des papetiers. Est-ce que les gens veulent, est-ce que dans le contrée au Togo, on veut créer des sociétés, des entreprises basées sur un modèle, je dis n'importe quoi, on veut créer une entreprise de négoce, ou bien une entreprise qui fait dans la justice comme Bolloré, mais on veut commencer déjà comme Bolloré. On a oublié qu'en fait, au départ, il y avait Bolloré, comme vous le dites, de manière aussi basique, avant d'évoluer. Alors, ma question, c'est, est-ce que nous sommes en train de bâtir un état, de créer des entrepreneurs sur un modèle qui n'est pas du tout le nôtre? En fait, on veut créer une... Alors, si vous voulez, je vais donner un exemple. C'est-à-dire, parce que ça a commencé, je pense, si je me trompe, avec l'histoire d'Obasanjo qui dit « Moi, j'ai fait tant de milliards. » C'est-à-dire tant de milliardaires, excusez-moi le lapsus. Et d'autres chefs d'État ont dit « Ah oui, nous aussi, on veut tant de milliardaires dans le pays. » Et on s'est acheminé vers, si vous voulez, un genre de mode africaine où on essaye de créer une classe moyenne.
le souci avec la classe moyenne qu'on essaie de créer, c'est que ça doit être une classe moyenne productive. C'est là le souci. C'est-à-dire que ça doit être une classe moyenne productive. Ça ne doit pas être une classe moyenne fondamentalement constituée d'employés, c'est-à-dire de hauts cadres ou de hauts fonctionnaires et ainsi de suite. Non. C'est censé être une classe moyenne productive faite d'entrepreneurs qui vont générer de la richesse et de la richesse qui va, si vous voulez, augmenter sur 2, 3, 4 générations. Comme par exemple on dit Dangote. Dangote, c'est la 2e ou 3e génération. On n'en parle pas. Ah ouais? Oui. Quand on en parle comme si... Non, mais non, 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 non. Dangote, 2e, 3e génération. Vous prenez... Et je pense qu'un certain nombre d'hommes d'affaires africains ont commencé à comprendre la chose. Et en comprenant la chose, ils ont compris que petit à petit aussi, il y a un genre de plafond de verre qu'ils doivent briser. Parce qu'il y a certaines choses dans l'appareil qui ne sont pas aux mains des Africains. Je vais donner un exemple. Le monsieur de Deboma Bukombo, il commence à passer à ses enfants. Et certains des hommes d'affaires qui ont compris. Il faut passer à l'enfant. Mais pour passer à l'enfant, il faut former l'enfant. Pour former l'enfant, il faut les écoles. Sauf que nous, on n'a pas les écoles. Il faut les écoles. Et c'est la raison pour laquelle je dis les gouvernants doivent prendre conscience que en ne développant pas un certain nombre de secteurs, en réalité, eux-mêmes se tirent une balle dans le pied. Est-ce que ça en a besoin? Nous avons très souvent des dictatoriaux qui s'en foutent éperdument de la santé financière de la population. Je vais vous donner un exemple. Où sont, alors, avec toutes les sommes qu'ils ont pu brasser, d'accord? Où est la famille Mobutu? Où est la famille Bokassa? Ça veut dire qu'un système basé sur des rentes à l'infini, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, internationalement, vous n'êtes absolument pas respecté, vous n'êtes pas considéré. L'exemple même, il y a un exemple même. L'exemple de la fille de M. Dos Santos, la dame est respectée. C'est vrai, c'est une fille de chef d'État, ainsi de suite. Mais elle est respectée parce que c'est une femme d'affaires. Ça veut dire qu'elle sait générer de la richesse, elle sait grandir de la richesse, elle sait faire des acquisitions, elle sait faire des placements. Et nous, le problème qui se pose au sein de nos populations, c'est que, comme tu dis, il y a un genre de subconscient qui est entretenu, alors qu'en réalité, il faut que les gens aillent vers le perfectionnement. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous avez... Moi, je vais donner un exemple banal. Moi, dans mon secteur, j'ai une dame qui, sur pratiquement une vingtaine d'années, a vendu des colicots. Elle commence à 16h, elle finit à 22h. Elle nourrit toute une grande famille. C'est impossible de dire que cette dame-là ne génère pas de richesse. C'est impossible. Maintenant, comment elle va la structurer de façon à ce que ce qu'elle fait devienne une chaîne? J'ai dans mon quartier, je donne par exemple dans mon quartier, j'ai un jeune homme qui a repris le commerce de sa mère. Ils font du riz, ils font du com. Mais ces personnes-là, ils ont besoin d'une structuration pour voir comment... C'est parce qu'on prend passer à une étape supérieure. J'ai un monsieur qui est dans mon quartier, qui avait une petite boutique et maintenant il a un mini-market. Ça veut dire qu'il a généré de la richesse. Peut-être qu'il faut revisiter les métiers de nos parents et voir comment est-ce qu'il faut leur retaper, comment est-ce qu'il faut assurer la succession. Peut-être, je pense qu'on va sûrement revenir sur cette question, cette thématique. C'est-à-dire, ce que je veux faire signifier, c'est que il faut étudier comment ces personnes génèrent de la richesse. Il faut les encourager et les structurer de façon à ce qu'ils puissent monter une étape supérieure. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vois par exemple la vendeuse de com qui est dans mon quartier, qui génère de la richesse et qui arrive à gérer toute une famille, enfants et petits-enfants. La question est de savoir comment est-ce qu'on passe de cette étape-là à des enfants qui vont reprendre le commerce de leur mère, tout en augmentant la richesse, en bénéficiant de la confiance des banques pour avoir des capitaux. En modernisant le travail, déjà, voilà, le commerce. Il faut moderniser le travail, ainsi de suite et tout ça. Fructifier, savoir comment l'amplifier. Exactement. Donc, il y a plein d'étapes, oui. Alors, aujourd'hui, le constat, on va en finir avec cette dernière question. Le constat est clair. En termes de référence au Togo, on n'en a pas, à part Adebayor qui
qui a pu ériger le nom du Togo sur le circuit international. Mais même Adebayor, tu ne peux pas citer Adebayor. Oui. Pour une raison simple. Et ça, c'est la raison la plus violente. C'est qu'Adebayor, son argent, c'est pas le Togo. C'est-à-dire que Adebayor, c'est pas fait de richesse. Non, c'est-à-dire c'est grâce au Togo, parce que c'est pas le Togo qui l'a payé. C'est pas le Togo qui a fait le club où il a gagné ses premiers millions. C'est pas le Togo qui a fait le championnat. C'est pas le Togo qui fait rien à aucun niveau. Donc c'est le Togo a trouvé un talent brut. Ce talent brut a été mis sur un marché, quelqu'un d'autre l'a pris et en a fait ce qu'il a fait avec la volonté qu'il avait. Et les impôts ont été payés ailleurs, effectivement. Donc le problème qu'il y a avec toute une génération de Togolais, et même la génération d'avant, c'est le fait de renvoyer l'image qu'on ne peut réussir grâce à l'expertise que l'autre apporte. Et ça, c'est partout. Lorsque les personnes vont faire des études, à un moment, elles disent qu'elles veulent aller à l'extérieur pour passer leur doctorat ou leur master. Lorsque les personnes qui ont eu des problèmes, disons, qui n'arrivent pas à s'en sortir au pays, elles disent « je vais aller à l'extérieur pour chercher les capitaux à l'extérieur pour venir investir dans le pays ». Et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle l'État doit comprendre le niveau des frustrations des personnes qui sont sur le pays et hors du pays. Parce que la plupart des personnes qui sont hors du pays, ce qui est violent, là, la première violence qu'il y a lorsque tu sors du Togo, c'est le fait de t'apercevoir que non, qu'en réalité, mais ça, tu peux faire. Oui. La première violence, je pense, en tant que Togolais, c'est le fait de sortir, d'aller dans n'importe quel pays, que ce soit en Afrique, en Europe, et ainsi de suite. Les gens ne raisonnent pas dans « oh, comme c'est le blanc, bon, comme c'est le blanc, nous, on ne peut pas faire. » C'est ça la révolte des gens. Ouais. Si les personnes étaient persuadées qu'elles ne pourraient pas atteindre ce niveau-là, elles accepteraient leur sort sans aucun souci. Mais la révolte des gens vient justement du fait que quand ils sortent, ils se rendent compte qu'en réalité, ils peuvent attendre ce nouveau développement. Et maintenant, la seconde violence, je la résume par un genre de dicton de ma sauce. Je dis, ton champ, lorsque tu le cultives, d'accord, et que tu fais en sorte que ton champ ait de beaux fruits, ne nécessite pas que le champ de l'autre périsse. Il n'y a pas un impératif à ce que le champ de l'autre périsse pour que ton champ réussisse. Et ça, à mon sens, c'est un paradigme qui est très vendu, voilà, qu'il faut enlever de l'Afrique. Ça veut dire que... Il faut nuire à l'autre pour prospérer. Et donc, ça veut dire que il faut enlever de la tête que pour avoir la beauté du bâtiment EcoBank à Kodé-Sewa, on a nécessairement besoin, comme par comparatif, de Katanga qui est derrière. Ça n'a pas de sens d'avoir EcoBank et le bidonville derrière. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, ça n'a pas de sens pour moi en Afrique, là où les gens, ils sont de famille, ils sont de communauté, où ils ont de la terre, où ils ont des expertises collectives. Ça n'a aucun sens d'avoir une minorité salariale aisée, qui n'est pas entrepreneur, qui ne gagne pas par l'entreprise, et avoir toute une collectivité qui, elle, majoritairement, est entrepreneuriale et a des difficultés pour s'en sortir. Parce que c'est un peu ça, c'est à ça ce qu'on assiste. C'est-à-dire quand les gens veulent se comparer à d'autres, il faut faire attention. En Afrique, on a l'impression qu'on a une petite cellule de personnes qui sont salariées par l'État ou par de suprastructures internationales ou ainsi de suite. Et tout le reste, le collectif, la population, dans la population, c'est entrepreneurial. Vendeuse de pain, tout le monde fait quelque chose. Les gens font 2, 3, 4 boulots, 2, 3, 4 jobs. Sauf que business et ainsi de suite et tout ça. Donc comment est-ce que ça se fait qu'on a autant d'entrepreneurs et qu'on n'arrive pas à générer de la richesse et la passer de génération en génération? Qu'on ne les voit pas comme des entrepreneurs, on les voit comme des gens qui font de petits métiers. Mais alors c'est violent, c'est-à-dire on ne peut pas dire... On ne peut pas dire à un mécano qu'il n'est pas entrepreneur. Non, on dit non, c'est un petit métier. Vous êtes sérieux? Mais quelqu'un qui va faire quoi? Peut-être de 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience, il répare des voitures, il répare des 4x4. Parfois même certains,
c'est sur la pratique. Ils ont eu tellement de pratiques qu'ils sont même capables d'en monter d'autres. Alors, on va sûrement revenir sur cela. C'est même l'objet de ce genre d'émissions que nous faisons. C'est de susciter l'intérêt et de faire appel à nos gouvernements, de s'intéresser à la chose, de le voir autrement et de connaître l'émulation économique et l'essor économique dans nos pays. Le Togo étant déjà à l'oreille d'une nouvelle république, on est déjà. Bientôt, il y aura un nouveau gouvernement. J'espère que ces émissions vont aider à pousser la réflexion et voir comment est-ce qu'on peut bâtir un pays en s'inspirant des modèles qui réussissent, mais de manière macroéconomique, et qu'on peut justement essayer d'agrandir. Horus, on va revenir sur ça éventuellement une prochaine fois. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Merci.